monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Il y a un an, jour pour jour, le Maroc, les États-Unis d'Amérique et Israël signaient à Rabat, devant Sa Majesté le Roi, un accord tripartite. Nous dresserons un premier bilan de ces accords. Un anniversaire qui a fait l'objet d'une visioconférence tripartite cet après-midi au niveau des ministres des Affaires étrangères des trois pays. La DGSN dresse le bilan de ses actions et réalisations pour l'année qui s'achève. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur les acquis avec un coup de projecteur sur les équipes d'artificiers, des équipes dont l'action, la compétence et le professionnalisme sont au service de la sécurité et ne sont plus à démontrer. En fin de journal, nous irons au cœur de la vallée de Heit-Bougmez, dans le Haut-Atlas. Nous irons à la découverte du géoparc Mgoun, paradis des géologues. Le site regorge de gravures rupestres. On y trouve également les traces de pas de dinosaures sur le site préhistorique d'Irouten. Le 22 décembre 2020, le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël signaient un accord tripartite ouvrant la voie à une coopération fructueuse avec des perspectives prometteuses. Un accord qui a jeté les bases d'une dynamique de coopération soutenue. L'année qui s'achève a acté le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël. Depuis, des avancées importantes ont été enregistrées, caractérisé par le raffermissement des liens sur les plans bilatéral, trilatéral, dans différents domaines politiques, diplomatiques et économiques. Retour sur un événement phare de l'année en cours avec Mohamed Eitlishkar. C'était un mardi, le 22 décembre d'il y a un an. La déclaration conjointe est signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont la clairvoyance et la sagesse ont érigé le Maroc en un interlocuteur privilégié, un partenaire clé sur la scène internationale. La déclaration conjointe fixe le cadre, les paramètres et les objectifs de l'accord entre les trois pays. La déclaration conjointe souligne que les trois pays reconnaissent le rôle historique dont le Maroc s'est toujours acquitté pour le rapprochement des peuples et la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, tenant compte des liens particuliers que Sa Majesté le Roi entretient avec la communauté juive marocaine vivant au Maroc et partout dans le monde, y compris en Israël. Je viens de l'État d'Israël. Je suis porteur de salutations au peuple marocain. Avec l'aide de Dieu, ce vol inaugural est prometteur de bien, aussi bien pour nous que pour vous. Mes parents sont nés ici à Marrakech. Nous venons régulièrement au Maroc. À présent, le vol est direct. Depuis ce mardi 22 décembre de l'année dernière, les termes du protocole d'accord ont débouché sur de notables avancées et concrétisations, avec, entre autres, la signature de plus de 20 accords entre le Maroc et Israël, couvrant divers domaines, un élan d'ordre institutionnel entre les deux pays, mais largement suivi par les milieux d'affaires. Des rencontres ont eu lieu entre le patronat israélien et les membres de la CGEM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, avec pour première concrétisation la création d'une chambre de commerce et d'industrie Maroc-Israël. Au plan institutionnel, en plus de l'ouverture et de la mise en marche de représentations diplomatiques, l'année qui s'achève a été marquée par la création d'une plateforme pour le dialogue et la coopération, une plateforme impliquant 5 groupes de travail sectoriels. Et en août dernier, c'était la visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères de l'époque. 3 mois plus tard, les deux pays ont signé un mémorandum d'entente historique à l'occasion de la visite dans le royaume du ministre israélien de la Défense. Et puis, avec le lancement de vols directs opérés par les compagnies aériennes des deux pays, un significatif contenu est donné aux relations humaines et historiques. L'inauguration de vols directs entre les deux pays et l'enthousiasme que cela a suscité auprès des Israéliens d'origine marocaine, ainsi que la fierté de leur attachement au royaume et à la personne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, viennent en effet enrichir et consolider les accords tripartites du 22 décembre de l'année dernière.
Cette fois-ci, nous bénéficions d'un vol direct. Nous en sommes très heureux car nous aimons le peuple marocain. Je suis heureux en tant que fils marocain, attaché indéfectiblement à ce peuple, à ce pays, à notre roi, Sa Majesté Mohammed VI, Allah Inso, d'être ici pour l'écriture de cette page dans l'histoire de la relation des deux pays. En parallèle, la coopération Maroc-États-Unis d'Amérique, déjà élevée au rang de partenariat stratégique majeur, aux contours multiformes, politiques, économiques, sécuritaires, militaires et culturels, cette coopération s'est nettement renforcée au cours des 12 derniers mois. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a pris part en visioconférence à la commémoration de ce premier anniversaire de la signature de l'accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis d'Amérique et Israël, aux côtés du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid. By asserting the recognition of Morocco's sovereignty over its Sahara, as well as by reactivating the relation with the state. Et toujours à l'occasion du premier anniversaire de l'accord tripartite, une cérémonie est organisée en ce moment même à Rabat par les trois partenaires. Il s'agit d'une soirée artistique et culturelle. Alors sur place, notre envoyé spécial Nisrine Aouzdar est avec la caméra de Hassan Mandour. Nisrine, bonsoir. Décrivez-nous un petit peu l'ambiance et le programme de cette soirée. Bonsoir Boubker, bonsoir à tous. Effectivement, après les célébrations qui ont eu lieu il y a quelques jours à Washington, aujourd'hui c'est à Rabat, ville lumière, que cet accord, ce premier anniversaire de cet accord historique tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël sera célébré. Accord historique car il a jeté les fondements d'une coopération soutenue, coopération de développement dans plusieurs domaines, des domaines stratégiques, des domaines clés. Je citerai à titre d'exemple l'économie, la finance, la sécurité, le tourisme, la défense, l'informatique, l'enseignement et j'en passe. Mais cette coopération Boubker, elle est aussi et surtout culturelle. Et justement, c'est avec la culture comme nous le savons tous, vecteur fédérateur des peuples, bâtisseur de fraternité et aussi créateur de richesses, d'immenses richesses, extraordinaires richesses immatérielles. C'est avec la culture justement que l'événement est célébré ce soir. Le top départ sera donné dans quelques instants. Les officiels sont là, de grandes délégations de médias aussi pour couvrir l'événement. Cela se passera dans la salle qui est juste derrière moi, qui commence d'ailleurs à se remplir petit à petit. Et je le disais tout à l'heure, un programme artistique très beau qui va ouvrir le bal. Ce sont de jeunes performeurs qui vont jouer de manière tout à fait traditionnelle les hymnes nationaux des trois pays qui sont concernés, le Maroc, Israël et les États-Unis. Nous avons eu tout à l'heure l'occasion de participer à un petit moment pendant les répétitions et c'était un moment d'une rare beauté, d'une grande émotion. Boubker, aussi pour ce programme artistique et culturel, nous notons la présence d'un grand nom de la chanson marocaine, du répertoire judéo-marocain, Maxime Karouchi, le natif de l'ancienne Médina de Casablanca, celui que l'on ne présente plus. Maxime est avec nous, nous allons arracher quelques secondes avec lui pour un entretien express. Alors Maxime, ce soir, la musique encore et toujours comme moyen de nostalgie, comme moyen de fraternité, de joie. Et la joie justement, l'amour, la musique, vous allez mettre la musique, l'ambiance à fond ce soir au maximum. Ah oui, c'est un moment de joie, c'est un moment unique. Et surtout, comme je le dis souvent, quoi de plus beau? Notre père, à nous tous, qui est Sidney Ibrahim, il ne peut être qu'heureux aujourd'hui de voir ses enfants réunis ensemble pour fêter, pour faire la fête. Et quoi de plus beau que d'être là et d'être présent. Cette année, ça a été un rêve, que ce soit de nos grands-parents, de nos parents. Et aujourd'hui, que dire? Merci, merci, merci à Sa Majesté, merci au Maroc, merci à cet état d'esprit de paix avec lequel nous avons grandi. Et nous vivons toujours
avec de la musique. Merci Nice. Et pour immortaliser justement ce moment fraternel, joyeux, de communion, de partage aussi, Maxime, qu'allez-vous nous chanter tout à l'heure? Ou alors peut-être un petit morceau là en direct pour la première chaîne? Il y aura pas mal de belles surprises. Ce que je peux dire, c'est tout ce qui est festival. ايلي وسيدي حبيبي فين هو سيدي حبيبي هو وغزالي مالو نساني ايلي وسيدي حبيبي فين هو. L'ambassadeur par excellence du Shgori et d'autres répertoires. Merci Maxime, à vous l'antenne Bouker. Merci Nissine Aousdar de nous avoir un petit peu mis dans cette ambiance de cette soirée artistique et culturelle organisée à l'occasion du premier anniversaire de l'accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël. Merci. L'Union européenne confirme une nouvelle fois dans son rapport annuel publié aujourd'hui que la population des provinces du sud du Royaume bénéficie pleinement des accords conclus entre le Maroc et l'Union européenne. Ces rédacteurs confortent l'approche retenue par les autorités marocaines pour promouvoir l'ouverture économique des provinces du Sud et d'en faire un véritable hub attractif dans le cadre d'un partenariat win-win entre l'Union européenne, le Maroc et son continent africain d'appartenance. En une quarantaine de pages, le document atteste par des données chiffrées de l'impact positif et visible de l'accord sur le développement socio-économique des provinces du Sud et leur population en termes de croissance économique, de production et d'exportation des produits agricoles et de la pêche, de création d'emplois et d'investissement. Et puis sachez également que le Royaume du Maroc apprécie les annonces positives et les positions constructives faites récemment par le nouveau gouvernement fédéral d'Allemagne. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans un communiqué. Ces annonces permettent d'envisager une relance de la coopération bilatérale et le retour à la normale du travail des représentations diplomatiques des deux pays, à Rabat et à Berlin. Le Royaume du Maroc espère que ces déclarations se joindront aux actes pour refléter un nouvel état d'esprit et marquer un nouveau départ de la relation sur la base de la clarté et du respect mutuel. Fin de citation. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur les acquis de la DGSN avec un coup de projecteur sur les équipes d'artificiers des équipes régionales dont l'action, la compétence et le professionnalisme au service de la sécurité ne sont plus à démontrer. Voyons comment dans ce reportage signé Nissine Hamdaoui, Saïd El-Idrissi, Mustafa Ouda et Nawel Mehdoub. Face aux nouveaux enjeux sécuritaires du XXIe siècle et une menace terroriste qui plane sur la région, le Maroc se donne les moyens de contrer tout ce qui porterait atteinte à sa sécurité. Pour cela, des équipes régionales d'artificiers sont créées et ils sont bien rodés à l'exercice de prévention et de lutte contre les engins explosifs. Ces équipes ont pour mission de détecter les charges explosives et de neutraliser leurs actions. Pour cela, la Direction générale de la Sûreté nationale a œuvré à mobiliser des ressources humaines compétentes et qualifiées et à déployer des compétences logistiques pointues pour la protection des personnes et des biens. Et parce que l'élément humain est au cœur de la modernisation de l'institution, des sessions d'entraînement et de formation sont dispensées. Nos ressources humaines ont suivi une formation essentielle d'agents de police et une autre formation spécialisée pour qu'elles puissent s'acquitter convenablement de leur mission. La DGSN a acquis tout un dispositif, comme les robots et des équipements sophistiqués, afin de détecter des explosifs et neutraliser leurs nuisances. Pour l'heure, 6 équipes d'artificiers ont vu le jour. À Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir et Laayoune. Des équipes appelées à couvrir l'ensemble du territoire national.
Alors, quel rôle joue l'expertise scientifique et technique au service de la vérité judiciaire? Pour nous en parler ce soir, un expert de la DGSN, M. Abdelrahman Youssofi Alaoui. Bonsoir. Alors, vous êtes contrôleur général, chef de la division technique et management des risques à l'Institut des sciences forensiques à la direction de la police judiciaire. Vous aviez soutenu il y a donc 2 ans une thèse de doctorat sur justement l'apport de la police scientifique et technique à la justice pénale au Maroc. Alors, quels sont les moyens scientifiques, matériels et en termes de compétences humaines que mobilise la DGSN pour cette mission cruciale en vue d'établir donc la vérité judiciaire? Bonsoir, je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Je tiens à souligner que la police technique et scientifique, elle regroupe l'ensemble des services de l'identification judiciaire, également des services d'expertise technique et scientifique, aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré. La police technique et scientifique, elle relève de la compétence de la direction centrale de la police judiciaire. Elle a pour mission d'abord d'assister les enquêteurs en matière des investigations techniques sur les scènes d'infraction et également de réaliser des travaux techniques et également des expertises techniques et scientifiques pour identifier les criminels. La police technique et scientifique est représentée par les services de l'identification judiciaire au niveau extérieur, c'est-à-dire dans les différentes villes du royaume, qu'elles soient les préfectures, les sûretés régionales, les sûretés provinciales, et également les commissariats de circonscription et les districts provinciaux. Également, donc, cette police technique est constituée par 129 services et unités en fonction des villes et la grandeur des villes, bien sûr. Et il compte plus de 700 techniciens de scène de crime de différents grades. Ce sont des techniciens qui ont subi le stage de base et qui bénéficient de formation en matière de gestion de scènes d'infraction, qu'ils soient bien sûr pour faire les investigations sur la scène de crime avec les outils nécessaires pour accomplir leur mission. Et également, on compte parmi ces techniciens des portraitistes, ce sont des lauréats des écoles des beaux-arts qui ont été recrutés par la DGSN afin d'exploiter leur technicité en matière d'identification des criminels. Le cas aussi pour la police scientifique, il est représenté donc par les laboratoires d'expertise technique et scientifique au niveau central et déconcentré. Il compte plus de 240 spécialistes, des docteurs, des ingénieurs, des techniciens et des techniciens spécialisés qui ont plus de leur formation académique et ils bénéficient bien sûr des formations in situ, également des formations à l'étranger dans chaque domaine, chacun des domaines de leur expertise. Donc, en matière bien sûr d'investissement, il y a les équipements nécessaires pour tout ce qui est investigation sur les scènes d'infraction et également tout ce qui est matériel de pointe dédié bien sûr aux expertises techniques et scientifiques et aussi les bases de données qui sont très intéressantes, notamment la base de données des empreintes digitales, la base de données AFIS et également la base de données CODIS et la base de données EBIS en matière d'identification balistique. Alors, quel est le rôle de l'expertise scientifique et technique au service de cette vérité judiciaire, justement? Oui, la police technique et scientifique qui est devenue désormais un acteur incontournable des procès pénals, bien sûr, étant donné son rôle en matière de lutte contre la criminalité sous différentes formes. D'abord, il est présent dans les différents types d'infractions. Il ne se limite pas aux infractions graves, c'est-à-dire même les vols, même les infractions les plus... Donc, où il peut contribuer, bien sûr, il intervient avec les enquêteurs. Bien sûr, aussi, il intervient dans les différentes phases, bien sûr, de l'enquête judiciaire, qu'elle soit avec les enquêteurs sous la supervision des parquets compétents, et également, bien sûr, en cas, bien sûr, les instructions ordonnées par le juge d'instruction ou les expertises ordonnées par les juges de fond, et aussi la crédibilité de la preuve fournie par la police scientifique. Vous savez qu'en matière pénale, les infractions peuvent être établies par tous les moyens, à l'exception des cas où la loi en dispose autrement selon les dispositions de l'article 286 du Code de procédure pénale. Cependant, bien sûr, la preuve scientifique, certes, est également crédible. Il a détrôné l'aveu, reconnu jadis comme reine de preuve. Cette preuve scientifique qui, bien sûr, contribue beaucoup à la constitution de l'intime conviction du juge de fond. Alors, c'est Abdelrahman Youssofi Alaoui, quels ont été les principaux investissements justement engagés pour développer la police scientifique en cette année 2021? Oui, bien sûr, la DGSN a donné un intérêt particulier cette année à la police technique et scientifique, étant donné bien sûr son rôle en matière de lutte contre la criminalité et également l'intérêt de la preuve scientifique en matière bien sûr d'identification des criminels. Cette année, il a connu l'inauguration du nouveau siège du laboratoire national de police technique et scientifique sur une superficie de 8600 mètres carrés, une superficie 4 fois supérieure à la superficie de l'ancien siège, de l'ancien laboratoire. Un laboratoire, bien sûr, qui dispose d'une architecture qui est moderne
et qui respecte les normes recommandées en matière d'accréditation. Également un laboratoire qui est futuriste parce qu'il a été conçu de façon à permettre le développement d'autres activités techniques et scientifiques dans le futur. Aussi, le laboratoire de police technique et scientifique a été doté, en plus des équipements dont il disposait auparavant, d'un équipement de pointe, des équipements qui sont considérés comme les premiers en Afrique et qui sont bien sûr déployés dans les laboratoires de renommée mondiale. De plus, le laboratoire de police technique et scientifique, il a gardé bien sûr son accréditation selon la norme 17025 et bien sûr accordée par l'organisme américain ANAB. De plus, il y a bien sûr d'autres unités. Donc, on a une unité bien sûr qui a été créée au niveau du laboratoire de police scientifique et qui a été dédiée à l'identification du virus Covid-19 au profit des fonctionnaires de la DGSN. Un dernier point, c'est le renforcement en termes de moyens bien sûr humains. Un certain nombre de docteurs bien sûr vont bien sûr rejoindre le laboratoire incessamment et dont la procédure bien sûr de le recrutement touche à sa phase de finalisation. Alors, ma dernière question, quel bilan global dressé pour cette année 2021 ? Oui, j'ai parlé de la présence de la police technique et scientifique sur les différents types de criminalité et également les différentes phases, bien sûr, de procès pénal. Bien sûr, cette présence, elle est traduite par des chiffres. Donc, je tiens à vous donner quelques chiffres, par exemple, sur le terrain. Il y avait bien sûr 22 031 constatations techniques sur les scènes d'infraction, 716 portraits robots, bien sûr, établis pour l'identification des criminels et 3273 dossiers de réhabilitation, complices et services sur le terrain. Et il suit bien sûr les dossiers des personnes incarcérées par les différentes institutions et bien sûr qui ont été condamnées par les différentes juridictions des royaumes. C'est-à-dire, ils procèdent à la révélation des données identitaires, les empreintes digitales pour alimenter la base de données, pour les suivre bien sûr en cas de récidive et en cas bien sûr où ils commettent des crimes. Au niveau du laboratoire de police scientifique et technique, bien sûr Araba, Okaza et laboratoire régional de traces numériques, ils ont traité 47 897 dossiers. Répartis comme suit, 16 583 dossiers pour identification par les empreintes des cas d'axillaires, c'est-à-dire les empreintes des doigts, et 11 929 dossiers traités ou identification par, bien sûr, les traces trouvées sur la scène de crime grâce au système AFIS, bien sûr, qui permet l'identification d'une personne rien qu'avec un simple fragment d'empreinte digitale laissé sur la scène de crime, il permet l'identification. En matière de reconnaissance faciale, 973 dossiers ont été traités par ce service. Et en matière d'identification par empreinte génétique, 1211 identifications. En chimie forensique, incendie et explosif, 970, et au niveau des traces numériques, tout ce qui est expertise des téléphones portables et matériel informatique, 4772 dossiers. La toxicologie forensique et les stupéfiants, à peu près 1491, et en matière d'expertise des documents, 785 dossiers, et en matière d'expertise des armes à feu et des munitions, 183 dossiers, dont 351 armes à feu et plus de 2000 munitions d'armes à feu. Monsieur Abdelrahman Yousfi Alaoui, merci d'avoir été notre invité ce soir et de nous avoir un petit peu éclairé sur la police judiciaire et l'expertise scientifique et technique. Je rappelle que vous êtes contrôleur général, chef de la division technique et management des risques à l'Institut des sciences forensiques à la direction de la police judiciaire. Merci. C'est à vous de vous remercier. Faut-il déjà s'inquiéter d'Omicron au Maroc? 10% des cas Covid enregistrés sont susceptibles d'avoir été provoqués par le nouveau variant. Le nombre des cas confirmés est passé à 28. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale précise que parmi les cas détectés, 5 sont des enfants âgés entre 4 mois et 13 ans. Omicron semble se répandre plus rapidement que prévu au Maroc. Une recrudescence de la pandémie est possible à tout moment, a expliqué le ministre de la Santé, ajoutant que la majorité des patients admis en réanimation ne sont pas vaccinés. Le seul moyen de lutter efficacement contre sa propagation étant le strict respect des mesures sanitaires, notamment le port correct du masque de protection, a ajouté Khalid Eittalb. Et puis l'évolution de la situation épidémiologique redevient donc inquiétante. Durant les dernières 24 heures, 427 nouveaux cas ont été recensés, 3 décès au moment où la campagne vaccinale tente de gagner en cadence. Le nombre des primo-vaccinés atteint plus de 24,5 millions de personnes. Celui des personnes ayant reçu 2 doses approche les 23 millions. Et puis la dose de rappel a déjà bénéficié à 2 533 514 personnes. Ta'ouidati, c'est le nouveau service en ligne lancé par la Caisse nationale de la sécurité sociale pour la demande d'allocation familiale et la déclaration de la scolarité des enfants. Il vise à permettre aux assurés de demander les allocations familiales et de déclarer la scolarité de leurs enfants
à travers le portail www.cnss.ma. Les assurés éligibles aux allocations familiales peuvent déposer leurs demandes et les pièces nécessaires à travers ce portail sans avoir à se déplacer aux agences CNSS. Un manuel d'utilisation, une vidéo décrivant les étapes à suivre pour utiliser ce service sont disponibles sur le site que l'on vient de citer ainsi que sur les pages officielles au niveau des réseaux sociaux. On parle météo à présent. La pluie est de retour. Il est tombé 10 mm à Tanger, 7 à Ifrane, 6 à Meknès, 5 à Tétouan, 4 mm à Rabat Salé. Il a été enregistré également 3 à Taroudant, Ben Guerir, Casablanca et Sidi Ifni. Moins d'1 millimètre à Al-Husima, Essaouira, Fès, Saïs, Marrakech, Sidi Slimane et Tiznit. Et pour demain, de la pluie est prévue sur le Tangérois, le Loukos, le Rif occidental, le nord du Rerb et l'ouest de la Méditerranée. Et puis également, il y aura des chutes de neige, 10 à 30 cm. Elles concerneront les provinces d'Azilal, de Beni Mellel, de Taza, de Gursif, de Midelt et de Tinrif. C'est le paradis des géologues, premier géoparc du Maroc et d'Afrique au cœur de la vallée des Eit Bougmez dans le Haut-Atlas. Le géoparc de Mgoun, d'une richesse naturelle et humaine bien préservée, où l'on peut découvrir des gravures rupestres et les traces de pas de dinosaures sur le site préhistorique d'Ilouten dans la région de Demnet. Reportage Amin Charkaoui, Zakaria Moukhine-Billah, Imanablo. Des empreintes de pas de dinosaures gravées dans le sol depuis des millions d'années. Nous sommes à Ilouten, près de Demnet. Cette zone fait partie aujourd'hui du géoparc de Mgoun de la région Beni Mellel Khnifra. Sur 5700 km², ce géoparc regroupe des géosites d'intérêt géologique et touristique. Et un musée, construit à Azilal, il sert de vitrine à l'histoire de ce patrimoine naturel. Le géoparc comprend plusieurs sites naturels. On peut citer les cascades d'Ouzoud et leurs sources situées à 3 km et des cavernes d'intérêt paléontologique. Il y a également le village de Tenrmelt qui date de 5 siècles et dispose d'un cachet architectural unique, de même que les gorges d'Eitatep qui méritent le détour. Grâce à ses atouts géologiques exceptionnels, le géoparc de Mgoun a reçu en 2014 le label Géoparc mondial de l'UNESCO. Ce label contribuera à la sauvegarde de la géologie et au développement d'activités écotouristiques. C'est de notre devoir de développer le tourisme dans la région, à la fois pour promouvoir le tourisme interne et pour faire connaître notre patrimoine culturel et architectural. Nous œuvrons à désenclaver les géosites et à relier l'ensemble des communes de géoparc. Beaucoup de travail est fait pour réhabiliter les sites touristiques. Acteur important du développement socio-économique de la région, le géoparc Mgoun a également une vocation éducative et environnementale. C'est pourquoi le Maroc a été choisi pour accueillir la 10e conférence internationale sur les géoparcs mondiaux de l'UNESCO, prévue à Marrakech en 2023. Voilà, c'est avec ces images que nous nous quittons. Demain, au 18h30, pour le 18h30, aux commandes de Oumay Marmli. Excellente soirée et bientôt.